Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Fabrique de Photographie. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir un invité très spécial, un photographe dont le regard singulier sur notre monde ne vous laissera pas indifférent. Je suis ravi de vous présenter Cyril Abad, photographe documentaire et photojournaliste de renommée internationale, basé désormais à Toulon. J'ai appris ça hier. Depuis plus de 15 ans, Cyril travaille pour la presse internationale et avec ses projets apporte une perspective unique sur la place de l'homme dans la société. Son travail est ancré dans la tradition de la photographie humaniste et je crois que ces projets créent un pont entre le documentaire et la photographie de rue. Et vous allez voir parfois entre notre vie quotidienne et nos rêves les plus fous. À travers des projets marquants tels que In God We Trust, The Snake Church, The Last Dreamers et plus récemment Journey in the Baltic Soviet Land, Cyril a su captiver un large public. Ses œuvres ont été publiées dans des médias prestigieux. Je ne vais pas pouvoir vous dire toute la liste, mais au moins National Geographic, Géo, Le Figaro Magazine, Le Guardian, tellement d'autres. Il a été exposé dans une liste de festivals internationaux de grande envergure qu'il serait impossible de citer aujourd'hui. Il est membre d'Inland Stories. Cyril, bienvenue. J'ai pas l'impression que tu parles de moi. Ah, c'est impressionnant, Merci, hein. merci, C'est non, c'est impressionnant, cool. mais quand j'ai commencé à écrire le truc, je dis bah ouais, mais Je vais te demander de faire ma bio, dorénavant. ah, si tu veux. Alors, de manière un petit peu moins formelle, Cyril, on se suit depuis longtemps. Moi, je t'ai découvert quand j'ai commencé la photographie professionnelle. Tu avais quelques années d'avance sur moi et j'ai toujours observé ton travail avec une attention particulière. Tu fais partie des photographes contemporains, actuels, que j'admire le plus. Enfin, le plus, où je ne peux pas dire que tu es quelqu'un qui m'inspire parce que je ne sais pas faire ce que tu fais. Et c'est aussi ce qui m'intéresse dans l'échange que nous pourrons avoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Non, Merci pour tout ça. C'est adorable. Voilà. dans ta photographie documentaire, moi, ou dans ta carrière de photojournaliste, moi, ma première question, tu as évoqué des projets de 3-4 ans. Quand on voit la profondeur des sujets et l'originalité, je vais le dire, des sujets que tu abordes, ma première question, c'est quel est le rapport entre le temps de recherche et le temps de production des photos ? J'ai l'impression, globalement, que la phase préalable, la recherche de sujets, la construction du projet, la recherche des différentes formes narratives possibles, c'est quand même globalement le plus gros du travail. Après, c'est de la réalisation, mais il y a une guideline en fait, et c'est ce travail de guideline qui, pour moi aujourd'hui, intellectuellement, est le plus excitant. Après, la photographie sur le terrain, elle est plus, on va dire, intuitive, et puis elle est liée au coquin de sort, de ce qui va s'offrir à nous. Mais le travail en amont, le travail d'absorption, de ressources, d'influence, de recherche de personnes qui ont traité les sujets avant nous, etc. De se nourrir en fait de tout le matériel photographique existant, mais finalement pas tant photographique que ça, puisque sur la base, moi, de mon travail, et on s'est rejoint là-dessus avec Eugénie, la littérature, les récits sont bien souvent des points de départ. In God We Trust, c'est le récit. Bon, on aime ou on n'aime pas l'auteur, mais c'est un récit autobiographique, enfin, c'est un récit de voyage de Douglas Kennedy, qui est le point de départ. C'est un road trip qu'il a fait. La métaphore du Krat s'inscrit complètement dans l'œuvre d'Andrus Kivirak, qui est un auteur estonien incroyable, qui a écrit Les Groseilles de Novembre notamment, qu'on ne trouve plus tellement c'est... Et c'est diffusé par le Tripod en France d'ailleurs. Tellement Et c'est, donc, tellement c'est ouais, tellement polémique ou... c'est beau, tellement c'est Ah, passionnant, et ah oui, voilà. tellement les gens se l'arrachent, tu veux dire. Ouais, Andrus Kivirak, Les Groseilles de Novembre, voilà. Et donc, c'est souvent, le point de départ reste bien souvent littéraire. Donc ça prend du temps. J'ai eu la chance dans ma petite carrière de faire beaucoup de photographies de voyage et ma photographie s'est transformée, mais en fait ma manière de raconter des histoires s'est transformée le jour où j'ai dû
écrire c'était plus des articles, c'était quasiment des nouvelles d'une dizaine de pages sur mes voyages. Et Mmh. parfois avec des photos qui étaient déjà faites. Ouais, ouais, bien Donc ça, sûr. c'est un exercice encore différent, mais Mmh. et je me suis, à titre personnel, plongé dans les grands auteurs de voyages comme Hemingway ou comme, Ouais, bien sûr. et qui ont nourri complètement ma manière ma manière d'écrire. D'abord, Ouais. c'était Mmh. le départ de mon, enfin, voilà, de mon inspiration. Et ensuite, je l'ai constaté quasiment instantanément dans ma manière de photographier, parce que je suis allé chercher des choses, et j'ai commencé à voir des choses Évidemment. auxquelles je passais à côté quand j'étais photographe d'agence de voyage qui fait du tourisme. Tu vois ce Ouais, que je ouais. veux dire? Moi, je trouve que Donc, c'est bon, c'est pas un conseil, mais je trouve que c'est un extraordinaire point d'entrée quand on cherche des sujets, quand on cherche un sens même dans une pratique de photographie de rue. La première année où je suis parti travailler aux États-Unis sur In God We Trust, en fait, bon, ça parle d'église, hein. Ça parle des formes originales de religion, et finalement, c'est un temps qui est assez restreint sur une semaine, c'est souvent le week-end que les gens se rassemblent, se retrouvent dans les temples et dans les églises. Donc le reste du temps, je faisais The Last Dreamers, donc je travaillais en photographie de rue. Et l'idée, à chaque fois, je me souviens très bien, je déboule à San Francisco. Pour moi, clairement, je vais pas juste déambuler, je vais essayer de me raconter des histoires. Et je vais puiser dans l'œuvre de Richard Brodigan. Il y a peu d'auteurs qui connaissent Richard Brodigan, c'est un auteur américain qui a vécu longtemps à San Francisco, qui raconte notamment une aventure dans une nouvelle, c'est les pérégrinations d'un type un peu loser dans les rues de San Francisco. Je suis allé dans ses pas. Pour moi, c'était évident, c'était un bon fil conducteur pour se balader, déambuler, faire des images, aller sur les lieux qui sont décrits, etc. Donc, ça reste toujours, pour moi, ça reste toujours ma première source d'inspiration. Ouais. Travailler par rapport à l'écrit. et d'autant plus dans In Gun We Trust et dans différents projets que tu as réalisés aux États-Unis, qui sont quand même des temps longs de production, Hmm. de 3 semaines ou d'un mois. Ouais. Néanmoins, en 3 semaines ou un mois, c'est aussi relativement court par rapport Hmm. à la variété des sujets que tu traites, ou justement au fait que hein, les messes, c'est souvent le dimanche. Hmm. Et Donc, donc, t'as le reste du c'est... temps. Ouais, oui, et Donc, donc c'est vraiment t'optimises. la préparation qui va te permettre de mettre en scène presque, ou à minima de pré-produire en fait les photos. Pour In God We Trust, donc je travaillais beaucoup le week-end, et après j'avais des temps de déplacement qui étaient longs en voiture, puisque en fait on se balade de la Californie à la Floride en passant par Western Virginia et Oui, ça tout fait et une trotte tout. quand même. Ouais, donc en fait je me suis pas mal déplacé. Et ce qui se passe, c'est que souvent aussi j'essaie de produire des sujets connexes. C'est-à-dire que quand je fais on va dire des sujets rentables, en photographe de presse ou documentaire, j'ai mon long cours qui est là, qui est important. Et puis à côté, je vais pouvoir produire des petites choses un peu plus simples, comme par exemple, je suis en Floride et je fais un sujet sur la prison zoo, une prison qui se convertit en zoo pour permettre en fait à des détenus de pouvoir vivre cette expérience un peu différemment, et que c'est tout un travail sur la réinsertion. Et c'est à Key West. Voilà, donc je fais ça en même temps que je travaille sur les religions et qu'en même temps je déroule The Last Dreamers. Le travail de journaliste, est-ce que tu vas jusqu'à faire de la news? Je ne sais pas si on oppose Mm. la news et le documentaire, un petit peu quand même en Ouais. photojournalisme. J'ai fait de la news un petit peu comme tout. J'ai pas fait de la news, j'ai fait comme beaucoup de mes amis, confrères, j'ai fait beaucoup de manifs au début. Ce qui me permettait de mettre un pied déjà dans une pratique photographique et puis de rentrer dans ce rythme effréné où il faut vite travailler, il faut renseigner les champs IPTC, il faut envoyer sur les plateformes, etc. Et puis c'est l'occasion aussi de se faire connaître des rédactions. Donc moi c'est un peu le parcours obligé. Au début, quand on n'est pas en commande, eh ben, on produit des images et puis on essaie de les vendre et les manifs tombent à point. Voilà, donc j'ai fait pas mal ça. Mais non, je fais pas de news. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est tout le travail. Et ce qui nous intéresse, parce que là, maintenant, vraiment, je travaille beaucoup plus à deux, c'est de réfléchir à des sujets, de se les approprier, tout le travail d'investigation, tout le travail intellectuel d'appropriation d'une thématique, etc., de compréhension, et puis après de le dérouler. Donc ouais, ça prend beaucoup de temps. Mais c'est très loin d'un travail de news qui finalement
tu illustres, donc en fait, tu es un exécutant. Tu peux être en commande pour un magazine, etc. Mais tu vas produire quelque chose qu'on te demande. Et là, je préfère quand même globalement, et j'ai la chance de pouvoir produire ce que j'ai envie de produire. Voilà. C'est l'utilisation de la photo vraiment au service d'une histoire, par Mm. opposition la manière dont j'oppose, c'est évidemment pas opposé, hein, mais c'est Non. la photographie comme information ou la photographie comme émotion, qui vont être Mm. plutôt les journalistes, les artistes. Et Mm. il y a encore cette troisième voie qui serait au service d'une histoire. Et c'est Mm. ce travail, cette histoire que tu expliques très bien. C'est le meilleur conseil qu'on peut donner à quelqu'un qui voudrait être auteur, ou si on veut écrire. Le meilleur conseil, c'est de lire beaucoup Mm. et voilà, et d'aller chercher ces histoires dans la littérature, peut-être aussi dans la presse parfois, que je retiens également de ton parcours et qui m'intéresse forcément par rapport à cette chaîne, par rapport à ma pratique. Tu viens de la photographie de rue aussi, hein, Mm. dans la pratique. Et c'est Ouais. ce pont que tu fais entre, je ne sais pas si c'est Euh, encore actuel, mais l'origine de ta pratique, la photographie de rue, la photographie humaniste, vers des histoires originales et puis de plus en plus complexes. Je pense également au projet que tu as mené pour la grande commande photographique mm. de la BNF. Je Mm. ne sais pas si l'appellation est exacte. C'est parfait. Qui s'appelle La France magique. Ouais. Est-ce que tu peux raconter un petit peu Ouais, comment ça alors s'est bon, passé ce projet pour toi? ça c'est typiquement du projet documentaire, long cours, moyen cours, parce que on avait un temps de réalisation qui était de 6 mois. Donc en fait, c'est dans le prolongement de mes travaux sur le religieux. Moi, j'avais dans un tiroir également cette envie de travailler au long cours sur l'ésotérisme, l'occultisme, toutes les pratiques alternatives, etc. Donc, lorsque l'appel de la BNF a été lancé, pour moi, ça m'a semblé évident d'ouvrir ce tiroir et sortir ce dossier, l'actualiser et de le proposer. Donc, c'est un travail long cours. Mais pour revenir à ce que tu disais sur la photographie de rue, d'où je viens, effectivement, c'est vrai. Moi, je viens de la photo de rue et elle a assez rapidement porté son lot de frustration. Voilà. Parce que je prenais plaisir, mais c'était plus une recherche photographique un peu virtuose. C'est un peu, moi, c'est un peu ce que je reprochais, et peut-être ce que je reproche aujourd'hui, c'est que c'est un peu performatif la photo de rue. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de faire une belle image impressionnante qui fait waouh, mais qui peut parfois quand même perdre un peu de son sens, ou qui n'en a pas. J'ajouterais, ou parfois, une scène spectaculaire qui est plus au service du photographe que de la personne photographiée. Qui flatte, Tu oui, vois ce que je oui, veux dire? oui, Le ah, mais truc hyper complètement. drôle, hyper... Mais C'est les grandes questions, ça fait partie des grandes questions éthiques aussi qu'on peut se poser quand on se balade dans la rue, etc. Et donc moi j'avais cette frustration, c'est-à-dire que, ok, on s'amuse un petit peu comme un singe savant à construire, à produire des images impressionnantes qui vont se multiplier les likes sur Insta, etc. Mais qu'est-ce qu'elle raconte cette photo? Et c'est là où, pour moi, ça a été important de créer une sorte de bridge, de pont, de passerelle entre la photo, parce que j'aime la photographie de rue comme pratique méditative, je travaille mon œil, donc je continue à la pratiquer, par contre je l'expose pas. Voilà, c'est tout. J'exhibe plus trop, ou de temps en temps je sors des images, mais c'est assez rare. Mais j'aime toujours la pratiquer, mais par contre elle prend du sens et de la saveur pour moi quand elle s'inscrit juste dans une forme d'écriture qui sert un propos documentaire. Voilà. Pour moi, c'est ça. Photographie de rue aujourd'hui, et c'est ce qu'on propose, nous, avec Eugénie, sur nos workshops, c'est on fait de la photo de rue. Donc on a tout le dispositif, le protocole. On déambule, on pérégrine, on travaille à l'hyperfocale, on travaille en zone focus, mais on a un fil conducteur, une guideline, on a un thème, un sujet, on essaie de construire une histoire et on voit comment on peut assembler ces images pour justement construire une image. Donc il y a quelque chose qui est beaucoup plus proactif, c'est-à-dire qu'en fait on n'est pas là à la pêche, donc en mode chasseur ou en mode machin, on est vraiment là avec une intention photographique préalable, c'est-à-dire qu'on sait ce qui nous manque dans notre série. On a un propos, ça c'est très documentaire, on a besoin d'une image qui fait un trigger, on a besoin d'un cliffhanger, on a besoin d'une respiration, on a besoin d'un moment où, au contraire, on est focus, on a besoin de s'écarter du sujet, on a besoin de rentrer dans le sujet. Et donc, le photographe de rue va partir avec tout ce cahier des charges
et va aller produire ces images pour au fin donc c'est une photographie de rue proactive. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas vraiment chercher ta photo. Tu sais laquelle il te manque. Dans vos workshops, Mmh. c'est une pratique de la photographie de rue dans laquelle, est-ce que c'est la même histoire pour tout le monde? Non. Non, ah oui, chacun choisit son histoire, Il y mais a un travail en amont. cette grille ou structure narrative, hein, Ouais, avec le tout à fait. cliffhanger, le climax, Mmh. ce qu'on appelle le gauche, hein, après Oui, la tout à fait. révélation qui vient à la fin de l'histoire et qui donne cette satisfaction ou cette langueur, hein, à Et l'histoire. C'était une de mes questions, c'est comment est-ce qu'on raconte des histoires ou comment est-ce qu'on raconte de meilleures histoires pour les photographes qui nous regardent et qui et peut-être ne se sont jamais posé la question de raconter une histoire avec leur photographie, ou qui au contraire se disent c'est peut-être l'étape d'après, mais je ne sais pas du tout comment faire. nous, on a eu, je parle de nous, je parle de photojournalistes, photographes professionnels documentaires qui sont soumis en fait, au jugement des iconographes de base. C'est-à-dire que nos images, en fait, elles passent entre les mains des gens qui vont avoir tout pouvoir dessus en disant c'est bien, c'est pas bien, c'est Ouais. nul, c'est pas... On prend pas. Donc en fait, c'est de la lecture de portfolio en permanence à tout niveau, donc avec de la remise en question tout le temps, etc. Et en gros, en fait, t'apprends à construire tes PDF qui finalement sont contraints pour donner envie au lecteur qui est un iconographe qui reçoit 50 folios par jour ou 200 folios par jour de l'accrocher. Et en fait, la pratique narrative, elle t'est imposée, c'est comme la jungle, elle t'est imposée si tu veux que ton sujet soit retenu. Donc nous, on apprend par la force des choses à construire de beaux PDF avec une image qui ouvre, National Geo, on ouvre, on voit, on a le contexte, on focus, on rentre sur notre sujet, on rentre dedans. Et en fait, la photographie de rue, il n'y a aucune raison qu'elle s'en affranchisse. Au contraire, elle peut s'en enrichir. Tu vois, c'est là tout l'intérêt, moi, je trouve. C'est que, voilà, donc, et avec cet exercice quotidien de photographe qui construit des projets, mais qui après doit aussi les vendre, et doit produire un objet séduisant pour les vendre, c'est là où, en fait, tu te rends compte que tu as besoin. Il va te manquer des images, parce que l'iconographe, il va te dire, elle est où celle-là? Celle-là qui est super importante, cette image. Mm. Et tu vas pas pouvoir repartir parce que c'est à 3000 km de là, et puis tu n'as plus le budget, etc. Donc, en fait, il y a tout un processus créatif dans la photographie documentaire qui, pour moi, et c'est cette passerelle qu'on développe avec Street and Stories, qui est extraordinaire, en fait, quand on la comprend, pour justement créer une histoire dans la photographie de rue. Voilà, donc c'est ça. Donc nous, on travaille en fait nos PDF, on travaille nos histoires et on voit ce qui manque et on apprend ça. Et c'est ça qu'on transmet aussi. Voilà. Ce que tu as raconté là, c'est une expérience que j'ai pas du tout compris au moment où je l'ai vécu. Moi, je suis arrivé dans la photographie, j'ai eu la chance, quand j'ai commencé à bosser, de commencer à bosser avec des agents de voyage, Mm. mais qui m'ont beaucoup plus mis dans le côté corporate Bien sûr. que dans le côté photojournaliste. Mais initialement, moi, c'était 2013 au Mali, 2014 Place Maïdan, et je rentre du Mali, mais je ne savais rien de rien. Je ne savais même pas ce que c'était de faire un reportage. Et donc, je suis allé vraiment en tête brûlée parce que j'avais un ami journaliste qui était parti là-bas et qui cherchait un photographe, qui avait posté sur Facebook cherche photographe pour un sujet. Je dis bah j'arrive. Et enfin bon voilà, donc vraiment c'était mais si tu veux et mon expérience, ce que tu viens de décrire là, c'est mon expérience de Visa pour l'image quoi. Où moi je Mm. débarque en me disant bon bah je vais montrer mes images quoi. Il y a des C'est lectures bien, d'une hein. fois. Et il faut le faire, c'est bien, et c'est important. Oui, il faut le faire, mais en fait je n'ai pas compris le débrief. Mm. Parce que tout ce que tu racontes là, si je l'avais entendu à cette époque-là, ah ouais, il faut que je construise ma série. Moi, c'était je monte tes meilleures photos, tu vois ce que je veux dire. Et donc, je me souviens des conseils qu'on m'a donnés à ce moment-là, et qui maintenant, avec ce que tu viens de dire, résonnent complètement, mais qui sur le moment, j'avais pas la grille de lecture pour comprendre ce qu'on me disait. Ouais, En fait. Tu vois bah ce que je veux ouais. dire. Parce que j'étais ni photographe, ni journaliste, et que je me rêvais juste photojournaliste. Tu vois. Ouais, c'est clair. Et puis moi, je me souviens aussi mes premiers sujets de commande en presse, comme National Geo, qui finalement sont pas des échecs, mais pas loin. Je m'en suis bien sorti, mais en fait, j'ai pas produit ce qui était attendu.
parce que je savais pas encore, c'était un petit peu mes premières armes. J'ai eu de la chance pour le coup, de travailler pour Nat Geo, mais c'était chaud, quoi. Je me suis rendu compte après coup, à l'editing et au jugement de cet editing, que j'étais loin du compte. Et ça m'a servi de leçon. Moi, pareil, hein, j'ai fait beaucoup de... Enfin, ça reste pour moi une économie importante, c'est le corpo. Donc moi, je faisais beaucoup de corpo en industrie, en BTP, etc. Et on n'apprend pas ça. Voilà, on n'apprend pas. L'idée, c'est d'envoyer de la plaque, hein, c'est d'envoyer de la bonne grosse photo efficace, voilà, mais qui Et raconte c'est aussi un quelque chose. peu, c'est une remarque plus qu'une critique, hein. Et je suis le premier concerné en photographie de rue à chercher la plaque, à chercher Mm. parce que c'est la photo qui nous fait plaisir, qui fait plaisir aux gens hein, et quand le seul feedback qu'on a, c'est les réseaux sociaux, bah, ça peut introduire aussi ce biais de chercher ce qui fonctionne. Ce qui Hein, donc fonctionne. et ce que je trouve extrêmement intéressant, et c'est aussi pour ça que je suis extrêmement heureux que tu aies accepté cette invitation, c'est Partagé. raconter des histoires, savoir raconter des histoires peut vous aider pour être de meilleurs photojournalistes, c'est sûr, de meilleurs photographes documentaires, c'est sûr, mais de meilleurs photographes tout court. Tout court. Oui, oui. Quand je pratique la photographie de rue de manière méditative, juste en termes d'exercice, c'est un peu comme une coquille vide. C'est-à-dire que il me manque un truc essentiel pour moi. Donc, pour de vrai, j'ai un petit peu moins de plaisir. C'est-à-dire que je freine un peu parfois des deux pieds pour sortir mon boîtier. Mais dès que j'ai une intention, ça peut être une intention de photographie de rue, elle est simple, hein. Ça peut être décider beaucoup de photographes de rue l'ont fait, hein, de se donner des limites de quartier, de Mm. limites pendant le Covid, c'était super, hein, pour ça. Ouais. Et les déplacements restreints, c'était super bien. Et effectivement, c'est bien d'avoir des garde-fous, d'avoir des choses, mais quand même d'avoir un support pour tenter de raconter quelque chose. Écoute, je te propose Hmm. qu'on regarde cette image du dinosaure Ah, qui est à la fois étonnante et qui, je crois, va te permettre de raconter l'histoire de cette photo. dans le cadre du projet In God We Trust, je pars donc, là on est en Californie, et je pars à Palm Springs en semaine parce que j'avais envie d'aller photographier la bubble d'or, là, enfin la classique porte rose bonbon, voilà. Et puis essayer de faire deux, trois scènes pour The Last Dreamers. Et puis surtout aller dans l'ancien hôtel de Frank Sinatra où il y avait des pool parties. Et ça, les pool parties pour les photographes de rue, ça peut être pas mal. Bon, je me suis fait virer, peu importe. Et en redescendant avant le week-end, puisque j'avais prévu de faire le samedi, de rencontrer des bikers chrétiens, des anciens bikers repentis, des anciens méchants, Hells Angels, tout ça, repentis et qui sont devenus des Soldiers for Jesus. Voilà, un autre chapitre chrétien cette fois-ci. Et donc, je redescends de Palm Springs et je tombe sur Cabasson, que j'avais identifié. Donc pour moi, c'était clairement identifié. Photographe de rue, je me dis, tiens, c'est un bon spot pour essayer de faire des choses. Donc déjà, c'est déjà préparatoire un petit peu, c'est un peu proactif dans la photographie de rue. Et puis il y avait aussi un lien avec le sujet de la religion, c'est que Cabasson, c'est pas une aire d'autoroute, c'est une aire qu'on appelle ça. Et C'est pas la route 66 ou un truc comme ça? non, Non. c'est pas la Ah, 66, mais c'est l'Interstate, voilà. Bon, tiens, il faudra couper, hein. L'Interstate, voilà, donc c'est sur l'Interstate et puis c'est une station-service. Et le gars, pour attirer, il est créationniste, donc Alors, euh, créationniste, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est ceux euh, qui croient en la création du monde selon la Bible, c'est ça? ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a 4000 ans, Dieu a créé ben, tout ça, dont les dinosaures, évidemment, et les dinosaures, dans le créationnisme, il y a des trucs, les dinosaures et les humains ont cohabité, les humains se sont battus avec les dinosaures et dans des grandes batailles épiques, et les humains ont gagné. Voilà. Bon, Tu peux me dire quel chapitre de la Bible, s'il te plaît, parce que je vais relire. j'en sais rien. Je suis même pas sûr que ce soit dans la Bible. Non, Ça, non, ça fait partie des, je des pense pas que ce théories, soit dans la Bible, mais c'est mais, fascinant, quoi. mais les Là, théories ils ont créationnistes, créé des voilà. histoires autour de ça, en fait. Des théories créationnistes. Donc, Mhm. bien sûr, dans l'Arche de Noé, il y a pas mal d'animaux qui sont plus de ce monde, qui sont sauvés également. Et donc, il construit sur cette aire d'autoroute, pour attirer le chaland, il construit des dinosaures géants qui sont en fait, tu rentres dedans, et dedans, c'est un musée à la gloire du créationnisme.
Voilà, donc dedans, tu vas avoir une sorte de petit brainwashing sur le créationnisme. D'accord. Le dinosaure que nous voyons sur cette photo, C'est on peut Dini. rentrer dedans, c'est ça? Ouais, ouais, je sais plus si c'est elle ou Mister X, mais oui, elle, tu rentres dedans. En fait, Ah, tu ouais. as un escalier entre les jambes, et puis hop, tu rentres dans son gros abdomen, c'est elle, hein. Et D'accord. dedans, Et tu as une où tu sorte. as la présentation de tout ça? Ouais, c'est un peu du merchandising, hein, t'achètes Ouais, des choses et d'autres, et c'est à la solde du créationniste. Et là, moi, d'accord. ça m'intéressait, donc je savais pas trop sous quel angle, donc je tourne autour, je me balade sur le parking. Le parking est plutôt désert, il y a quelques voitures, mais il se passe pas grand-chose. Je décide de rentrer, c'est un Burger King maintenant. Et à ce moment-là, et il y a ce dinosaure à travers la vitre, donc pour moi, bah, c'est formidable. Et puis, je cherche, il y a un couple, un petit peu très consumériste, voilà. Et pour moi, il y avait une sorte d'opposition, fin de monde, fin d'époque, Mhm. voilà, fin de règne, voilà, fin Ouais. du règne du consumérisme et fin du règne des dinosaures. Donc, j'ai fait cette image assez facilement, et puis voilà. Ouais. Et donc, non, mais il y a deux choses qui m'intéressent dans ce que tu viens de raconter. Tu es vraiment dans une pratique, sur le moment, tu es dans une pratique exploratoire. Mais par anticipation, par la recherche, par les lectures, tu as identifié peut-être le potentiel, mais le potentiel de l'histoire, en fait, c'est ça. Oui, moi, c'est en amont. C'est-à-dire que Mm. c'est évidemment. En fait, l'idée me vient, je me rends compte que c'est intéressant. On a effectivement un petit peu deux époques qui se confrontent. On a toujours un Mm. dinosaure vivant qui passe derrière la fenêtre. On sait que son règne, on sait que ça va s'éteindre. Et de la même manière, rien de mieux pour moi de penser à l'extinction de l'homme avec des excès de consommation. Mm. Alors, on va faire un quote entre nous. C'est pas de la grossophobie, hein, on est bien d'accord. L'idée, c'est plus la consommation. Donc, c'est juste Bien sûr. la Mais si tu surconsommation, veux, voilà. enfin, voilà. Tu vois, le Burger King et tout ça. Évidemment. Pour moi, l'image aurait été la même s'il avait été. Et j'étais gêné finalement de faire cette Oui. photo parce que Parce je que ça voulais attire pas que ce l'attention soit sur le le fait qu'il soit belle. message. Voilà. Ouais. Donc, et ça, une fois de plus, pour moi, c'est des choses qui. C'est des facteurs qui sont très, très importants et que j'étudie beaucoup. Ça fait partie un peu de l'éthique du photographe de rue. Donc, on fait attention à tout ça, quoi. C'est notre déontologie et ça me semble essentiel. Donc, j'ai quand même fait l'image parce que je pense que j'aurais dû attendre la journée avant que quelqu'un d'autre plus ne vienne. Mais voilà, donc j'ai attendu le moment Mm. où il buvait parce que ça me semblait pertinent. Donc Ouais, voilà, parce que ça fonctionnait. c'est l'idée, c'était fin de règne. Derrière, au moment où je fais l'image, dans ma tête, où bien souvent je me marre parce que je vois quelque chose de cocasse, et au moment où je déclenche, et ben là, de la même manière, je vois qu'il y a deux règnes qui vont s'éteindre. Intéressant dans ce que tu as raconté, c'est tu vas faire cette image entre 3, 4, 5 sujets que tu es capable de décrire. Je pense qu'on pourrait faire un épisode entier sur les pool parties sans aucune photo, juste pour satisfaire ma curiosité. On Et peut non, mais pas. voilà, et tu as ces sujets qui se suivent et que tu produis les uns à la suite des autres en même temps. Tiens, je vais là. Et tout ça est préparé, évidemment. Oui, bah oui, d'ailleurs, l'hôtel de Frank Sinatra coûte une blinde, hein. Eh Donc j'ai oui. passé une nuit dans un hôtel qui coûtait une blinde avec le matin une fin de non-recevoir. Ah non, en me baladant juste avec mon petit boîtier, à l'époque c'était un petit Fuji, je me balade au bord de la piscine. Il n'y avait pas encore la pool party. Ah non, monsieur, vous ne pouvez pas faire de photos ici. Ah ouais. Donc, On n'avait pas mais les c'est rien. téléphones. Tu aurais pu faire un petit doc au téléphone. Ouais, mais non, enfin moi Tu veux pas j'étais nous un dire que tu as les peu. photos, mais tu Non, me les j'ai pas de envoies photos. en off, s'il te plaît. Hein? Non, non, mais voilà, c'était frustrant. Donc je suis parti et puis voilà. Non, non, ouais, j'ai toujours un peu des pistes. C'est, je- il y a un photographe de rue qui, pour moi, n'est pas un photographe de rue puisque c'est plus, bon, c'est un photographe humaniste, c'est un photographe documentaire et puis c'est quelqu'un qui a un corpus conséquent, qui est Martine Collard, qui justement m'a montré comment on peut très bien identifier des lieux pour après pouvoir proposer un contenu assez riche. Donc des lieux très disparates, des lieux très éclectiques, avec du potentiel de photographie. Comment il fait cette image? Le gars il bosse en amont,
Il a identifié certainement un lieu où il y a un contest de, je sais pas, bodybuilding ou on est dans les Balkans, hein. Donc, et en fait, il va faire ça. Il va participer à des fêtes incongrues, un peu comme on peut avoir nous en France, des fêtes de village, etc. Et dans ces lieux-là, il va produire des photos incroyables qui, assemblées, donnent du sens. Et on comprend mieux, ça donne à comprendre en fait toute cette région et c'est fabuleux et avec un humour extraordinaire. Voilà. Je montre Martine quelques Collard. images de Ouais, oui. Martine Collard, hein, Génie. ah Je- ouais, vraiment extraordinaire. Je ne vais pas, je ne vais prendre aucun Chef-d'œuvre. mérite à montrer ces photos. C'est toi qui m'en as parlé. Je ne le Chef- connaissais pas, mais c'est Chef-d'œuvre. fascinant. C'est vrai, ça te plaît? Ah ouais, cool. moi, je trouve ça génial, quoi. Ce mec est dingue. Moi, j'adore. Ça reste clairement une photographie déambulatoire, mais préparée. Avec Eugénie, on part juste au moment du Covid. On a l'aide du CNAP pour faire un projet long cours en Estonie sur la métaphore du crâne. Et en même temps, on décide de travailler sur les stigmates, sur la manière dont les Baltes aujourd'hui créent leur identité entourés en fait de tous les stigmates de l'ère soviétique. Donc les Baltes, ils sont devenus libres en 91. Ils ont accédé à leur autonomie en 91, mais avant ça, ils faisaient partie du bloc soviétique. Et donc nous, on s'intéresse à toute cette jeunesse. Et puis les gens c'est en 91, donc en fait, il y a encore beaucoup de gens qui ont connu cette période d'avant. Donc c'est super intéressant. Et quand on dit, pour les plus jeunes qui nous regardent, il y en a peut-être, quand on dit le bloc soviétique, c'était un pays, hein, l'URSS. C'était une fédération de pays. Une fédération. Donc tu avais tous ces pays qui faisaient partie justement de l'Union soviétique. Et donc ces 3 pays, Lituanie, Lettonie et Estonie, en faisaient partie. Et nous, on a décidé, au moment du Covid, de partir dans ces pays-là pour un projet plus plasticien, la métaphore du crâne, et aussi pour travailler en parallèle sur cette mémoire balte. Donc ça s'appelle, en français, c'est un peu comme Tintin au pays des soviets, mais c'est Voyage au pays des soviets, et tout ça fait partie de ce corpus. Et donc, on est sur une base de photographie de rue. C'est de la déambulation, mais de la déambulation programmée. Toute la logistique est faite, on identifie les lieux qu'on doit visiter, dans lesquels on sait qu'il y a des traces, des vieilles statues qui n'ont pas été déboulonnées, des monuments, etc. Et on va aller dans des parcs d'attractions, comme l'image qui précède, c'est le parc Grutas en Lituanie, qui rassemble toutes les anciennes statues du régime soviétique. Et donc c'est phénoménal, c'est un peu comme une fête foraine pour un photographe de rue, c'est un lieu absolument incroyable, parce que les gens vont se balader sous des lénines immenses, etc. Donc on construit ce travail-là, qui est un vrai travail de photographie de rue, documentaire. C'est-à-dire que pour nous, le but, c'est de produire avec de la déambulation, sans interview, sans machin, de produire un sujet qui tienne la route avec un début, un milieu, une fin, avec une narration qui fonctionne. Donc voilà, donc ça c'est le projet d'ailleurs qu'aujourd'hui, c'est un peu de cette expérience-là, c'est cette expérience-là qu'on essaie de partager au travers de nos ateliers dans les pays baltes. Voilà. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Donc vous organisez des ateliers ou on appelle parfois ça des voyages photos. C'est voyages photos, Ce sont les ateliers de travail sur sa narration, en même temps que sur sa photographie. De rue. Voilà, c'est ça. Donc c'est de la photo de rue documentaire. On part donc, on en fait 1 à 2 par an. On emmène les gens en Lettonie, en Estonie, en Lituanie. Cette année, là, on part en Estonie au mois de juin. C'est plein. C'est cool. C'est 5 jours. On est 2 photographes et on a maximum 7 personnes, puisque comme de temps en temps on prend un petit bus, pour des raisons d'assurance, on ne peut pas prendre plus de personnes. Et puis pour la transmission, c'est quand même beaucoup plus agréable. Ce qui est quand même intéressant pour les photographes de rue qui certainement vont écouter cette émission, c'est que par exemple, quand vous partez dans ces pays-là, notamment au mois de juin, vous avez quand même le soleil de minuit. Et ça, c'est quand même pas rien. Et ça, c'est des quand même ombres, pas la mal. golden hour qui s'étire après 22 heures, pendant des heures et des heures, c'est quand même pas rien. Ouais, mais tu le dis ça, mais c'est déjà plein. Donc réservé pour 2025. Mais même pour ceux qui veulent vivre l'expérience, parce que tu n'as pas besoin, tu peux aller t'amuser. Ah, évidemment. C'est des très beaux territoires. Et puis il y a quand même une photographie de rue scandinave, russe, balte, qui est de plus en plus marquée, qui a une très belle écriture. C'est intéressant, voilà. Merci beaucoup pour ça. Je voudrais conclure
avec la métaphore du crâne. Tu Mm. me disais que c'était de la fiction documentaire. Alors, la métaphore du crâne, qu'est-ce que c'est que la métaphore du crâne? Qu'est-ce que c'est que le crâne, déjà? Ah, c'est une Et, vilaine et, bébête. et, Ouais. et j'aimerais que tu expliques un petit peu mieux pour moi qui découvre, mais je suis, voilà, mes curseurs de curiosité sont au max. Qu'est-ce que c'est que la fiction documentaire? Alors, je vais prendre dans l'ordre. Le krat. Le krat, c'est une monstruosité, c'est une bestiole du panthéon païen estonien. On pourrait le comparer à un golem. C'est un être magique qui naît en fait des objets inusités de la ferme. C'est un contrat que le propriétaire de cette ferme, que le fermier fait avec le diable, et à l'issue duquel ce crâne va prendre vie. Il va être composé d'une vieille faux, d'un vieux cercle de métal, un bout rouillé d'une, je sais pas moi, d'une pelle, etc. Et il va prendre vie, et il va être à ton service. C'est ton esclave. Il va accomplir toutes les tâches que tu lui demandes. Il va être très gourmand en tâches, il faut que tu lui donnes du travail. Si tu arrêtes de lui donner du travail, il te tue. Voilà. Je commence à voir ce que c'est que la métaphore du crâne et pourquoi est-ce qu'ils l'ont utilisé comme ça. Continue cette histoire qui est fabuleuse. Donc, en fait, le krat, c'est de la mythologie estonienne et c'est une mythologie qui est très forte au Moyen Âge estonien. Et donc, d'une certaine manière, c'est le premier robot. Le premier robot de l'histoire. Après, on va parler il y a ce polonais qui va évoquer le terme de robot un petit peu plus tard. Le nom vient du polonais. Mais c'est le premier robot de l'histoire. C'est un esclave qui n'est pas organique, qui n'est pas humain, qui est à ton service. Voilà. Mais il y a une contrepartie, il te tue si tu arrêtes de lui donner du travail. Donc il a besoin de travail. D'ailleurs, dans le film et dans le livre, c'est give me work, de manière incessante. Et à partir du moment où tu lui donnes plus de travail, il va passer par la fenêtre et pendant ton sommeil, il va te faire du mal. Voilà, donc ça c'est le krat et le gouvernement estonien, qui est un jeune gouvernement démocratique depuis 1991, qui est un tout petit pays, mais qui est un pays à la pointe de la technologie. Ils ont inventé Skype, ils ont déjà des voitures autonomes, ils font beaucoup de tests, et c'est un pays qui est quand même vieillissant, donc ils sont arrivés à un moment où il faut lancer en fait en débat public la question de l'AI. Et il faut pouvoir consulter les citoyens justement sur cette question. Et donc, pour ce faire, ils La question décident de l'intelligence artificielle, hein, la quand question de tu dis l'intelligence artificielle. Et AI. ils décident de comparer en fait l'intelligence artificielle à cette bête, à cette bête, avec cette transparence assez surprenante. Ça ne nous viendrait pas chez nous, dans nos gouvernements français, de dire oui, c'est bien l'intelligence artificielle, mais attention, elle peut, comme le crâne, se retourner contre vous. Donc il y a une vraie transparence dans le propos qui nous a séduits. Et on était avec Eugénie Bacot, donc ma compagne, photojournaliste aussi, on était à un point on avait envie d'explorer d'autres styles photographiques, d'autres écritures photographiques, et aller dans des registres beaucoup plus plasticiens et beaucoup plus métaphoriques. Et ce krat, et cette métaphore, s'est imposé comme un extraordinaire bac à sable. C'est un espace dans lequel on va pouvoir jouer, apprendre et travailler sa photographie différemment. En toute discrétion, comme ça on n'a pas de problème d'être jugé ou quoi que ce soit. Donc on a travaillé tranquillement pendant nos 3 années. Voilà. Et nous, en fait, on est tombé dessus. Moi, on cherchait à travailler, faire des choses dans les pays baltes, et puis on tombe sur un gars qui fait comment on appelle ça? Une cure de désintox d'électronique. C'est une sorte de mec de la tech à Tallinn. Il part sur une petite île, il rencontre un gardien du folklore qui lui révèle cette histoire du krat. Et en fait, il commence à délirer sur ce sujet. Et on se rend compte, on fait des recherches, et on se rend compte que le programme du gouvernement de sensibilisation à l'intelligence artificielle s'appelle CRAT/Artificial Intelligence. Voilà. Tout était dit, pour nous c'était du pain Ah ouais, béni, donc on est parti ah ouais, là-dedans. c'est incroyable. Voilà. Et donc, de là, c'était pas le point de départ. Enfin, c'était l'accélérateur du projet. Ouais, ça a été le point de départ du projet quand même, et puis on a commencé à se dire mais comment est-ce qu'on peut travailler? Quel type de photographie on va pouvoir faire? Et très rapidement, quand on sortait de la forme
on va dire pas conventionnel, mais ce qu'on avait appris, on avait l'impression d'être tout de suite très kitsch, tout de suite très ringard. On n'avait plus les codes. Tu vois, penser à faire des incrustations. Donc, ce sont des incrustations sur du plexiglas. Puis en plus, on pense plus pareil. On pense plus la photo, mais on pense la photo installation. Donc là, on a cherché, Eugénie, on cherchait tous les deux dans la forêt des références cratiques. À quoi ressemblerait un crate? À un moment, s'est imposé le transformateur. Transformateur. Parce que c'est comme ça, tu vois. Oui, c'est l'émergence de la technologie au milieu de la forêt Tu vois, qui a ça cette ressemble à un symbolique robot. de la nature à l'état brut, on va dire. Voilà, donc ça ressemble à un robot, il y a des branches, des branches angoissantes. C'est ça la fiction documentaire, c'est-à-dire comment on va pouvoir raconter la réalité en prenant des arcs, en tournant autour, en allant chercher par le biais de la métaphore d'autres représentations du réel. Voilà. Et c'est très drôle, c'est très excitant, c'est expiatoire, c'est-à-dire qu'en fait, tu fais des choses que tu n'as jamais fait, et donc c'était assez drôle. Et après, l'idée, c'était que c'était un projet qui se voulait également, comme on parle d'AI, il se voulait didactique, pédagogique. Donc, on prend une photo qui est notre représentation d'un crâne menaçant, et on y juxtapose de la data, là en l'occurrence, et on éveille en fait sur, là on parle finalement des nouveaux systèmes de détection de silhouettes dans les aéroports qui sont liés en fait c'est l'AI qui rend possible en fait cet upgrade du système de détection. Maintenant on a des détections par silhouette qui sont plus efficaces que les détections faciales et c'est dangereux. Voilà. Donc, c'est aussi toutes ces évocations. C'est dangereux, mais oui, ça renvoie autant à l'utilisation individuelle, personnelle de la technologie qu'à l'utilisation, je vais le dire, politique Tout à fait. et de ce qu'on pourrait en Politique, faire. notamment en Chine. Donc, en fait, on a un travail avec le CRAT qui est extrêmement... Ça y est, tu viens d'annuler ma chaîne en Chine. Ah merde. Bon, tu cut. T'inquiète. Tu cut. Et donc, en plus, c'est un projet super manichéen, une construction manichéenne. C'est-à-dire qu'en amont, les bons côtés, les mauvais côtés, donc on identifie des applications de l'AI qui sont plutôt positives. On va dire par exemple la gestion des forêts, du bois des forêts, la tokenisation des forêts, la prévention des feux de forêt, la prévention de la faune qui traverse les routes, l'anticipation en fait avec des satellites qui vont transmettre l'info à ton véhicule et ton ordinateur de bord va te dire attention, à 200 mètres, il y a une biche qui traverse. Tout ça, c'est rendu possible par l'AI. Ça se pratique déjà en Estonie. Et donc, dans ce travail-là, on va parcourir les forêts. Et puis on va y coller des thémas, des idées et des points en fait de l'intelligence artificielle. C'est en ça que c'est une fiction documentaire, puisqu'on parle de l'AI en utilisant la métaphore du CRAT, nous aussi, comme le gouvernement, mais pour parler de l'intelligence artificielle, voilà, d'une manière détournée. Formidable. Voilà. Où est-ce qu'on peut voir ce projet? Où est-ce qu'il y a des expositions qui sont Ouais, prévues sur alors ce il projet? était exposé, justement, il était exposé jusque mi-décembre au festival Fiction Documentaire qui a lieu à Carcassonne, qui fait partie du réseau Diagonale. Donc le GRAF CMI organise, donc qui fait partie du réseau Diagonale, qui est un réseau de galeries et de centres photos en France, organise un très très beau festival qui s'appelle le Festival Fiction Documentaire. Le CRAT tenait l'affiche et il y avait d'autres photographes. Donc si tu veux explorer la fiction documentaire, je ne peux que t'inviter à aller découvrir, ça a été une découverte pour moi aussi, le travail de Mathieu Farcy, notamment qui s'appelle Je n'habitais pas mon visage et qui était, donc c'est un sujet qui est assez dur et qui était présenté là-bas dans le cadre du Festival Fiction Documentaire. Il y a tant d'autres projets qui étaient très très beaux. Et donc, à Carcassonne, c'est fini, mais par contre, le projet a été sélectionné dans le cadre de la capitale européenne de la culture qui est estonienne en 2024, qui est Tartu, et donc on est programmé à Tartu 2024 à partir de mai. Merci beaucoup Cyril, c'était C'était hyper cool. intéressant et c'était chouette et voilà ouais, c'était chouette. Mais ouais, Merci. c'était bien. Et puis écoute, tu reviens quand tu veux, quand tu sors un livre, quand tu sors une expo ou quand tu Ok. je serais très, très heureux de poursuivre ces conversations et
Bah ouais, c'est intéressant de pouvoir échanger avec toi. Ça me fait bien plaisir. Bon, merci Très beaucoup, cool. Cyril, et à Ouais, bientôt. c'est un plaisir. Ciao, ciao.